Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler des différences d'intelligence entre les hommes et les femmes. Alors on va pas parler de supériorité et d'infériorité d'un sexe par rapport à l'autre, mais je vais plutôt essayer d'expliquer pourquoi on trouve beaucoup moins de femmes nobelées, donc des femmes qui reçoivent le prix Nobel en général de sciences, que d'hommes. Alors, ça voudrait dire donc s'il y avait moins de femmes, que les femmes seraient peut-être moins attirées, peut-être culturellement, par le domaine scientifique et n'auraient peut-être pas un cerveau peut-être adapté à l'analyse, aussi bien adapté à l'analyse scientifique que les hommes. Alors, bien sûr, en analysant, en regardant un peu le nombre de femmes nobelées, on s'aperçoit que sur 52, il y a eu 52 lauréates en prix Nobel, tout type de prix Nobel confondu, contre 842. Et en sciences, le nombre de femmes nobelées arrive à peu près 3%, c'est à 3%, alors que pour la littérature et la paix, un prix Nobel de littérature et de paix, on arrive à 10%. Donc on s'aperçoit quand même que les femmes seraient donc plus attirées vers tout ce qui est littérature et tout ce qui est en fin de compte altruisme, don de soi. Donc quelque chose qui, bien sûr, par le sacrifice que font les femmes de leur corps, de leur vie, pour donner vie à leurs enfants, cette notion de sacrifice est aussi très ancrée dans la femme, la redistribution à l'autre, qui pourrait laisser penser que, effectivement, la paix fait partie de la femme. Bien sûr, je rajoute dans cette description que si toutes les guerres sont menées en général par les hommes, et si la majorité des atrocités commises pendant les guerres sont en général le fait des hommes, les guerres ont toujours une finalité énergétique, calorique de prédation pour prendre le territoire et posséder les femmes, et prendre les femmes et redistribuer l'énergie aux femmes. Donc même si les femmes sont moins guerrières, elles vivent en fin de compte par les hommes, elles sont vécues par les hommes de ce que leur rapportaient les hommes pour pouvoir générer la vie. Donc on s'aperçoit que les prix Nobel en général de sciences sont en général à 3% féminines, avec la première c'était Marie Curie en 1903, un prix Nobel de chimie, je crois qu'elle était 2 fois lauréate. On a eu plein, on a eu Irène Joliot-Curie encore, et il y en a eu 17 en tout, 17 femmes nobelées. Bon, la dernière est en 2018, c'est la canadienne Donna Strickland, et celle d'avant était en 1963. Donc on voit qu'il y a un vaste espace de temps entre ces deux nominations, ce qui pourrait laisser penser que les femmes n'ont peut-être pas cette génétique ou un penchant pour les sciences. Alors, oui, peut-être, mais on peut dire que c'est un mélange des deux. Il n'y a pas une génétique, on va dire, type approprié, ou ça ne pas une seulement la génétique qui ferait que les femmes ne sont pas attirées par les sciences, ou plutôt le culturel. Est-ce que c'est le culturel qui influe là-dessus? Et on va voir que les deux jouent les uns avec les autres. Alors, il y a pour penser, alors toutes les féministes disent c'est culturel, les hommes ont écrasé les femmes, leur ont empêché, les ont empêchés de se développer dans le domaine scientifique, et ont en fin de compte pris toutes les places, bloquant les femmes et les confinant en général au foyer et à l'éducation des enfants. Bien sûr, c'est une vision un peu réductrice du phénomène, mais effectivement, on peut dire que la culture joue un rôle important dans l'orientation et dans le développement intellectuel des jeunes, des enfants, des humains, on va dire. Il y a des tests qui avaient été faits très très intéressants avec des
des jeunes qui passaient, on leur a fait des concours, et des concours pour vérifier justement l'influence du milieu et l'influence de la culture sur leurs résultats. Alors un test qui était très intéressant, c'est qu'on avait demandé à des jeunes gens issus de milieux modestes qui n'avaient pas pu suivre une éducation avec une éducation les formant aux mathématiques, à dessiner des groupes d'individus, à dessiner des cubes. Alors, quand on demandait à ces groupes de jeunes qui n'avaient pas eu une culture scolaire, donc qui venaient d'un milieu relativement défavorisé, qui n'avaient pas eu une culture scolaire, les initiant aux mathématiques, en leur disant vous allez faire une épreuve de mathématiques et vous allez, donc de géométrie mathématique, vous allez réaliser un cube, en général, les individus se bloquaient et avaient beaucoup de mal à réaliser ce cube, donc le réalisaient parfois bien, mais en général, les résultats n'étaient pas très probants. A l'inverse, quand on leur proposait de dessiner un cube sans leur stipuler que c'était une épreuve de géométrie donc et de mathématiques, qu'on leur disait que c'était une épreuve artistique, et ces jeunes gens dessinaient beaucoup mieux le cube et avaient un résultat bien meilleur dans, en fin de compte, l'exécution, dans la réalisation, dans la libération qu'il y avait de leur esprit pour réaliser un cube. Donc on peut voir que la culture et le fait d'enseigner aux gens qu'ils ne sont pas bons, qu'ils sont mauvais, qu'ils ne vont pas pouvoir accéder à ce domaine, soit parce qu'ils sont pauvres, soit parce qu'ils n'ont pas eu le diplôme, soit parce qu'ils sont de tel sexe ou de tel sexe, peut en général influencer le résultat dans un travail donné, en bloquant la personne dans son exécution, lui faisant penser qu'elle est mauvaise. Alors ça joue pour les gens pauvres, bien sûr, qui n'ont pas eu accès à une culture géométrique et mathématique scolaire, et qui pensent, quand on leur demande de dessiner un cube, qu'ils sont incapables de le faire parce qu'ils n'ont pas cette culture, alors qu'on leur dit de dessiner un cube et que c'est une matière, une épreuve de dessin, une épreuve artistique, ils la réalisent bien mieux, alors qu'en fin de compte, ce sont les deux mêmes façons, c'est la même façon qu'ils ont normalement pour réaliser un cube, une règle, un crayon, un point c'est tout, puis on la réalise. Donc le fait de signaler que c'est une épreuve de mathématiques, géométrie ou d'art fait que les gens sont tout de suite bloqués. Donc on peut imaginer, donc on est même sûr, que le fait de dire aux gens qu'ils sont bons dans un domaine ou mauvais dans un autre, de par leur culture, de par leur naissance, de par leur sexe, peut influencer l'avenir de ces personnes. Donc effectivement, c'est une raison pour laquelle où on va peut-être trouver moins de femmes dans les domaines scientifiques. Mais il y a bien sûr aussi des sélections génétiques qui se sont opérées dans, si vous voulez, le développement du cerveau, l'évolution du cerveau féminin et du cerveau masculin. Il faut savoir que déjà, depuis notre entrée en savane, le partage des tâches a été quelque chose qui était obligatoire pour faire survivre l'espèce et surtout faire survivre les femmes et les enfants. Les femmes qui, avec leurs petits dans les bras, ne pouvaient plus partir chercher de la nourriture tranquillement, donc étaient obligées de garder leurs petits puisqu'elles ne pouvaient plus fuir les prédateurs. Donc partage des tâches, sexe contre nourriture, les hommes devant partir à l'époque dans la vaste savane, il y a plus de 3 millions d'années, pour aller chercher de l'énergie, de la calorie pour les femmes. Le fait de partir à l'extérieur, d'affronter le monde, oblige bien sûr l'homme à l'analyser, donc à être un philosophe. Ça ne veut pas dire qu'il est plus intelligent que la femme, ça veut dire simplement qu'il a une tendance à s'interroger sur le monde, non pas pour briller en société, mais pour survivre et tirer l'énergie de ce monde, d'aller la prendre et la rapporter pour survivre et faire survivre les femmes qui sont 100% occupées à nourrir leurs petits près des arbres et à les éduquer. Donc on s'aperçoit bien sûr qu'il y a une façon de penser différente de l'homme, entre l'homme et la femme, l'homme étant plutôt enclin à l'interrogation sur le monde, à la philosophie. Il se pose des questions
pour pouvoir maîtriser le monde. Donc l'homme est philosophe de nature, parce que la philosophie n'est pas une science mondaine. La philosophie est avant tout la science de l'interrogation sur le monde pour en tirer tout simplement l'énergie. Donc, les hommes ont déjà cet esprit scientifique qui n'est pas une supériorité, mais qui est simplement un partage des tâches au sein de l'espèce humaine pour favoriser, en fin de compte, la survie des femmes et le développement des petits, l'homme allant chercher la nourriture, la femme éduquant les petits. Alors, l'homme est donc un philosophe, l'homme est donc un scientifique par nature. De plus, l'homme, en général, c'est lui qui part à l'extérieur chercher de la nourriture, surtout dans les milieux du Nord, hein, où le climat empêche les femmes d'aller chercher l'énergie à l'extérieur, donc de pratiquer par exemple des activités de chasse, hein, mais après, au néolithique et même après, de pratiquer les activités agricoles pour aller chercher de la nourriture, pour faire pousser les plantes, pour aller labourer. Pourquoi ? Parce qu'elles peuvent le faire un peu l'été avec leurs petits, avec elles, et elles les allaitent ou elles les emmènent avec, mais à partir d'une température basse, aux alentours de 15-10 degrés, les risques de pneumonie augmentent pour les petits, et les femmes sont donc obligées de rester à l'intérieur avec les enfants. Donc en général, les femmes sont confinées dans des activités près du foyer. Donc elles s'éloignent peu des foyers, elles restent près du feu avec leurs petits l'hiver, surtout au nord. Et donc, elles ont moins cette capacité des hommes à aller à l'extérieur, s'interroger sur le monde pour le conquérir. Je dis, l'intelligence masculine est une intelligence d'analyse philosophique qui n'a rien de supérieur à ce que pourrait être l'analyse des sentiments, l'analyse des relations des individus entre eux que pourraient avoir les femmes. Les femmes sont toutes enclines à étudier la philosophie, la psychologie. Il n'y a qu'à voir dans les tribunaux, on a souvent affaire à des psychologues féminines, plus que des psychologues masculins. L'homme étant plutôt porté vers les choses techniques et scientifiques, les femmes plutôt vers les matières, vers les, on va dire, vers les sciences, sciences plutôt du comportement, sciences psychologiques, sciences humaines, on va dire. Donc on retrouve les femmes, bien sûr, avec une proportion plus importante dans les prix Nobel de littérature et de paix, à 10%. Elles pourraient être bien plus nombreuses si elles n'avaient pas, bien sûr, une vie familiale accaparante qui les empêche, bien sûr, de créer autant que les hommes, puisqu'éduquer des petits prend beaucoup de temps. Donc on peut s'apercevoir que, effectivement, les hommes sont plus scientifiques et philosophes que les femmes étant en général plus psychologues, et peut-être plus littéraires, c'est-à-dire capacité de générer peut-être de l'émotion, l'émotion dans leurs relations, émotion qui était fondamentale à générer pour les femmes, pour pouvoir raconter des histoires aux petits, et en même temps leur permettre par ces émotions, l'émotion n'est pas quelque chose qui n'a rien, qui est quelque chose de subjectif. L'émotion, ce sont des décharges électrochimiques qui ont pour but de permettre de mieux mémoriser les choses vécues, donc les choses importantes vécues sous émotion, pour pas qu'elles se dégradent, que l'organisme, pendant le sommeil, les élimine. Donc les émotions permettent de, en général, augmenter la taille des connexions neuronales, tout en les protégeant de la dégradation la nuit, donc permettant en fin de compte de ne mémoriser que ce qui est fait sous émotion, émotion positive, émotion négative, celles qui vous ont fait survivre et celles qui vous ont apporté un plus énergétique ou reproductif. Donc émotion égale maintien de la mémoire, maintien des choses importantes pour la survie de l'individu et la survie du groupe. Les femmes aimant l'émotion, aimant parler de choses avec émotion, elles sont émotives. Pourquoi ? Parce qu'il est très important pour elles de créer des liens au sein de la structure humaine, villageoise, du groupe tribal, et d'éduquer les petits avec des histoires générant des émotions pour permettre aux petits de mémoriser des choses importantes dans leurs relations et surtout de leur apprendre la notion du bien et du mal
par ces histoires générant des émotions. Les contes de bonnes femmes, qui sont tout le temps un peu exagérés, exacerbés dans leurs histoires, dans leurs descriptions, tout simplement pour générer de l'émotion et faire mémoriser des choses importantes au groupe et aux enfants pour en faire des individus sociaux. Donc les femmes sont bien sûr plus enclins aux sciences, à tout ce qui est littérature. On trouve beaucoup de femmes, le prix Femina, il y a beaucoup de femmes qui écrivent, beaucoup de femmes qui écrivent des policiers où il y a des émotions dedans, et puis tout ce qui est paix, bien sûr, puisqu'elles ne sont pas à la base des prédatrices conquérantes allant conquérir le monde dans la violence pour en ramener l'énergie. Ça, c'est les hommes, ça, c'est la guerre. Mais de cette guerre, on rapporte l'énergie pour faire vivre les femmes et qu'elles puissent avoir des enfants. La femme essayant de pacifier ce qui est autour d'elle, l'homme allant par la paix, par la guerre et la violence, à la conquête du monde, oui, parce que le monde se nourrit de lui-même et nous ne pouvons, en fin de compte, vivre qu'en mangeant le monde et en effectuant une action prédatrice et guerrière, entre guillemets, sur lui. Donc on peut voir qu'il y a deux façons de penser, que si les femmes ne sont pas scientifiques, c'est qu'elles n'ont pas cette possibilité, alors elles l'ont souvent, mais moins exacerbée que chez les hommes, cette possibilité d'analyse du monde, c'est d'analyse scientifique, la philosophie c'est de l'analyse scientifique, qui n'a comme seul but que de récupérer l'énergie au monde pour faire vivre les femmes et les enfants. Alors, même si les femmes, beaucoup de femmes peuvent être très douées, on l'a vu avec Marie Curie, Irène Joliot-Curie, Donna Strickland, on l'a vu, certaines peuvent être extrêmement douées, même dépasser les hommes dans l'analyse scientifique, dans le calcul, dans le pragmatisme, de compréhension du monde pour l'expliquer. Le but final étant, en fin de compte, de récupérer l'énergie pour survivre. Elles ont, même si elles ont ces qualités, elles vont être peut-être bloquées par leur vie de mère accaparante, leur vie de maman, qui bien sûr va faire passer les hommes qui peuvent plus souvent être à l'extérieur dans cette conquête et dans cette interrogation sur le monde, puisque eux sont débarrassés de toute cette fonction d'éducatrice, et aussi de faire pousser en elles des enfants, comme les femmes font pousser en elles des enfants, c'est épuisant, elles les nourrissent, elles sont obligées de perdre un temps énorme, non seulement dans la redistribution énergétique et dans l'éducation des petits, ce qui leur enlève tout ce temps qui serait un temps de prédation et d'interrogation sur le monde. La femme est plutôt dans la récupération énergétique que l'homme lui donne et dans la redistribution, la redistribution par la bonne gestion à sa famille. Donc, le redistribuer d'une façon égalitaire, comme on peut le voir, elle prend à l'homme et elle redistribue. Donc on peut y voir là-dedans un peu la paix de la famille en redistribuant d'une façon égale, alors que l'homme, lui, récupère dans une action de prédation. Donc la femme, elle, perd beaucoup de temps dans cette éducation des petits. Si elle était une chercheuse, même brillante, et quand elle a une vie familiale, elle va perdre du temps qui va lui être fondamental pour pouvoir monter et s'imposer parmi les hommes, puisqu'une partie de ce temps est utilisée pour sa famille. Donc on voit que c'est un embryo de plusieurs raisons qui font que les femmes, en général, sont moins douées pour les sciences, et même quand elles sont extrêmement douées pour les sciences, si elles ont une vie familiale, elles vont en pâtir, pas pâtir, une femme peut s'épanouir dans une vie familiale, mais elle risque, si elle veut faire une carrière professionnelle, d'être par cette vie familiale limitée dans sa carrière. C'est pour ça que maintenant on voit beaucoup de femmes qui ont compris qu'elles étaient limitées par la vie familiale dans leur montée sociale, et beaucoup de femmes abandonnent la vie familiale pour réussir leur montée sociale, comme on peut voir beaucoup de féministes qui essayent de montrer qu'elles ne font passer la montée sociale au même titre que les hommes, malheureusement oubliant qu'elles sont aussi programmées pour porter en elles et éduquer des petits, et réussissant leur vie professionnelle, souvent elles ratent leur vie familiale pour ne pas en avoir eu, ou pour ne pas avoir passé assez de temps auprès de leur famille, de leurs petits, à les éduquer. On va soutenir leur mari dans la quête énergétique. Donc c'est tout le temps un équilibre à gérer. C'est très dur pour une femme
douées en sciences, en fin de compte, de s'épanouir dans un milieu, on va dire, scientifique, majoritairement masculin à cause de la tendance génétique des hommes à être plus doués en sciences, même si des femmes peuvent les dépasser. Hein, ça sera toujours dur pour elles, parce qu'elles devront faire plus de sacrifices que les hommes, hein, sacrifices sur leur traditionnelle vie de famille, donc porter et éduquer des petits. Donc on voit un dur dilemme chez la femme, hein, qui est en général génétiquement moins douée pour les sciences, bien que certaines dépassent les hommes, mais même quand elles sont bonnes, elles sont en plus bloquées par le fait qu'elles vont être gênées par cette vie familiale. Moi, je me souviens d'un éditeur avec qui je travaillais, qui me disait qu'il ne voulait pas embaucher de femmes parce qu'à un certain moment, la rentabilité baissait parce elles tombaient enceintes et elles avaient une vie de famille. Donc lui-même appliquait, en fin de compte, cet ostracisme masculin. On pousse la femme en dehors de certains domaines parce qu'on sait qu'elle va être moins productive à cause des moments où elle ne pourra plus travailler dans la recherche, puisqu'elle va être dans un travail familial d'éducation. Donc on le retrouve, hein, c'est vrai qu'elles subissent aussi ça, mais donc il y a des deux, hein, il y a aussi génétiquement une infériorité, hein, c'est pas dire une infériorité, on va dire, il n'y a rien qui est négatif ni positif, mais elles sont en général, globalement, moins douées pour l'interrogation et l'analyse, hein, alors que l'homme, lui, est traditionnellement, on va dire génétiquement, programmé pour cela, même si, je le répète, des femmes peuvent bien sûr être bien plus douées dans ce domaine que les hommes. Alors, bien sûr, on peut voir des variations entre les femmes, hein, puisque par exemple, les femmes africaines, en général, sur de nombreux tests d'intelligence, je dis intelligence entre guillemets, parce que l'intelligence prend de nombreuses formes, il n'y en a pas un qui est supérieur et un qui est inférieur, il y a plusieurs façons d'appréhender le monde, plusieurs sortes d'intelligence, hein, de compréhension du monde, plusieurs domaines de l'intelligence, et on s'aperçoit par exemple que les femmes africaines, en général, ont de bien meilleurs tests dans la représentation spatiale tridimensionnelle des objets. Hein. Et ça, c'est Doren Kimura qui s'en est aperçu, et ce sont des tests très intéressants sur la représentation spatiale. Alors, en général, ce sont les hommes qui dominent par rapport aux femmes dans ces représentations spatiales. Hein. Donc le cerveau masculin n'est pas comme le cerveau féminin, hein. Mais chez les africaines, on peut voir un côté masculin, alors on va dire masculin européen plutôt, hein, dans un développement du cerveau capable de mieux retranscrire des formes en 3 dimensions, en 3D, de les percevoir dans l'espace. Hein, ce sont des petits tests qui vous montrent plusieurs formes, dans des positions différentes, et qui vous demandent en général de trouver où est la même forme dans une vue différente. Et là, les africaines subsahariennes ont des tests supérieurs aux européennes. Alors tout ça, c'est très simple. Ça vient du climat d'adaptation génétique. C'est que souvent, les femmes européennes sont confinées en intérieur depuis des milliers d'années, hein, à cause du climat, pour pas sortir. Elles vont moins au champ, elles vont moins à l'extérieur, puisque la température fait que si elles sortent avec leurs petits et les ailettes dehors pendant qu'elles travaillent, quand la température baisse, les petits risquent d'avoir des bactéries qui se développent dans la sphère pulmonaire et ils meurent. Donc les femmes qui survivent sont celles qui restent à la maison, qui font travailler leur mari à l'extérieur, alors qu'en Afrique, le travail est différent. Ce sont les femmes qui vont à la production à l'extérieur à cause du climat, hein, alors que les hommes, en général, eux ne font que garder le territoire, le protéger, pas l'abri, hein, en Afrique, et éventuellement quelques travaux d'artisanat demandant une puissance musculaire importante, mais dans tout ce qui est la production dans les champs, hein, et l'élevage, être pasteur de petits animaux, hein, comme les chèvres, les moutons, hein, ce sont les femmes en général qui pratiquent ceci, et qui pratiquent justement ces travaux à l'extérieur, et donc qui ont une meilleure perception de l'espace, puisqu'elles sont plus souvent à l'extérieur, dans la gestion, dans la production, et en plus elles sont meilleures dans le calcul, puisque c'est elles qui sont à la production là-bas. Donc on se retrouve avec des variations de QI
entre les femmes occidentales et entre les femmes africaines, qui sont non seulement culturelles, mais qui sont aussi génétiques, hein, la culture étant influencée par la génétique, et le milieu influençant la génétique et le milieu influençant la culture. Il n'y a rien de séparé, tout est lié. Donc évidemment, quand on voit ça, on peut comprendre que la femme occidentale a été reléguée pendant des milliers d'années, au rang de génitrice non productrice, et dans l'éducation des petits, et non comme en Afrique dans la production, alors que l'homme était à l'extérieur, en Europe, dans la production et dans la prédation sur le monde et la défense du territoire, ce qui a généré deux esprits, deux cerveaux complètement en partie différents, donc avec des génétiques qui jouent énormément sur la structure du cerveau. Bien sûr, le cerveau est un organe malléable, les connexions neuronales se font en fonction, bien sûr, de notre génétique, donc la structure de notre cerveau, c'est de la mémoire génétique de notre lignée, mais aussi la confrontation au monde et notre éducation, qui, en fin de compte, va remodeler notre cerveau d'une certaine façon pour en faire un cerveau plus ou moins masculin, plus ou moins africain, plus ou moins européen. C'est pour ça que quand un Africain arrive en Europe, il va s'européaniser, même dans sa façon de penser. Quand un Européen va en Afrique, il va s'européaniser. Si vous éduquez une petite fille comme un petit garçon, vous allez la rendre plus masculine, et inversement, même s'il y a des tendances à être masculin, féminin, africain ou européen. Donc voilà, petite vidéo pour vous expliquer quand même que c'est un ensemble, et que les femmes, si elles n'ont pas, en fin de compte, autant de nobelés en sciences, particulièrement, c'est que, effectivement, la culture et leur éducation ne les pousse pas dans ce domaine, et peut même les brider, même quand elles sont bonnes, mais que globalement, elles ont aussi une génétique qui est moins, on va dire, qui est moins adaptée à l'analyse philosophique et scientifique du monde pour en tirer l'énergie. Ce qui ne veut pas dire que les femmes sont stupides, ce qui veut dire simplement qu'elles sont complémentaires aux hommes, et souvent elles les dépassent de loin, pour les mêmes raisons, en psychologie ou en gestion. Comme je dis toujours, on ne peut pas m'accuser d'être misogyne, puisque je dis tout le temps en période de non-agression, de non-guerre, une femme présidente d'un État est en général redoutable pour rendre cet État extrêmement puissant par sa bonne gestion et sa bonne redistribution des richesses au sein de cet État. On a pu le voir avec Merkel, on voit souvent des femmes qui sont de très bonnes gestionnaires d'État, alors que les hommes, bien sûr, étant dans la prédation, ont tendance à faire de la prédation sur les voisins et à lutter entre eux, même au sein de la politique, et à accumuler plus d'énergie pour eux et ne pas redistribuer pour créer des alliances. Ils sont moins dans la redistribution équitable et ils sont plus dans la prédation, ce qui fait que les hommes sont souvent de moins bons gestionnaires, en tout cas en Europe, que les femmes. Mais comme les États sont toujours les uns en guerre avec les uns avec les autres en guerre, les hommes sont souvent au pouvoir, et il n'y a rien de mieux qu'un homme au pouvoir pour se protéger des autres hommes qui sont de terribles prédateurs sans pitié. Voilà, c'était Fred Delavier. Aimez-vous les uns les autres, soyons conscients de nos différences pour pouvoir nous aimer, et puis comprenons notre animalité, comprenons nos programmations génétiques, notre animalité, pour pouvoir la maîtriser. L'important dans la vie étant de faire ce qu'on désire, et en espérant que ce que l'on désire est bon pour nous-mêmes et le groupe. À bientôt, c'était Fred Delavier.